J'avais anticipé que ça serait extraordinaire, et c'est au-delà. Un immense merci de cette belle introduction qui se situe à un point clé. On a commencé la réflexion il y a quasiment 10 mois dans le cadre d'un séminaire Paris-Saclay avec l'Espace éthique Île-de-France, le CRS, l'INSERM. Donc on est dans une réflexion qui a commencé en pleine crise. Là, on sent qu'on est dans une autre période qui permet un début de retour d'impression, d'expérience et d'analyse. Et tout ce que tu as identifié comme thématique, pour nous, est extrêmement passionnant. D'ailleurs, on reprendra avec beaucoup d'intérêt la construction du propos, à la fois très critique par rapport à ce qui s'est passé, mais en apportant aussi des éléments d'explicitation. On était dans l'urgence, on était dans l'improvisation, on était dans quelque chose que personne ne maîtrisait réellement, entre le scientifique, le politique, une société qui avait du mal à s'ajuster par rapport à des préconisations dont elle ne comprenait pas toujours les raisons, la question des libertés fondamentales, notamment dans le milieu démocratique, la difficulté de prendre en considération des informations scientifiques dont on ne savait pas quelle était la validité, la pertinence dans un contexte finalement assez chaotique, également le surnombre de publications ou d'hypothèses de recherche dans un contexte aussi de dérégulation qu'on avait vu déjà apparaître au niveau des publications scientifiques avant même la pandémie. Donc ça a été un accélérateur d'un certain nombre de dysfonctionnements, l'impuissance aussi d'un certain nombre d'organismes de recherche à pouvoir maîtriser quoi que ce soit, parce qu'il y avait cette espèce de vague de déferlante qui dépossédait les légitimités de toute autorité, et on s'est retrouvé effectivement avec la médiatisation de personnalités scientifiques un peu transgressives qui sont devenues les héros des temps modernes par rapport à un discours un peu prophétique qui tenait. Mille merci, je ne vais pas développer, mais vraiment on a une matière de réflexion. Et puis, je dirais que je suis quelquefois critique dans les décisions de notre chef de l'État, mais pas critique parce qu'il a décidé, mais parce qu'il a décidé comme il a décidé. C'est-à-dire peut-être le manque de... Il a fait en tous les cas un bon choix en construisant cette mission. Parce que quand on regarde le rapport, il y a effectivement une mine de pistes à travailler. On avait été stupéfait lorsqu'on s'est trouvé en février 2020 que toute l'expertise développée dans le H1N1, mais aussi avec le HIV, c'est-à-dire on avait été confronté à une pandémie. La question des vaccins aujourd'hui, avec les accords de Doha, tout un ensemble de questions avait déjà été travaillées. Il y avait la démocratie sanitaire. Bref, il y avait tout un ensemble de leviers et qui ont été déconsidérés. D'où, de notre part, d'un point de vue éthique, une certaine impatience à trouver un moment où on allait pouvoir mettre les choses à plat. Et puis, et je termine là-dessus, et ça va intéresser nos débatteurs. Je demande à Lida Bouelma de s'installer. Pas ici, parce que j'ai l'impression que la chaise est un peu branlante, mais déjà, je propose qu'il y ait 3 moments de discussion, mais la réflexion sur la science, sur la philosophie de la science, sur l'intégrité scientifique, sur comment exercer la science, comment exercer le savoir, qu'est-ce que c'est la connaissance dans un contexte d'incertitude, je pense qu'il y a, et c'est là qu'on doit être très attentif, une pédagogie quand même de la société. Parce que jamais elle n'a vu, et c'est ce que disait Léo Coutelec au tout début, jamais elle n'a vu la science en scène comme elle l'a été. C'est-à-dire les controverses scientifiques, ça fait partie, quand il dit processus de réfutation, c'est l'esprit, c'est la philosophie, c'est la démarche scientifique. Et je pense que cette acculturation, on a dit au départ, c'était le ministre de l'Éducation qui disait la France apprenante. Je crois que beaucoup de gens ont appris. Il faut peut-être prendre au sérieux ce qu'ils ont appris et comment les associer. C'est pour ça que nous avons demandé des états généraux, par exemple. C'est-à-dire un retour d'expérience, comme il y a eu le grand débat en France. C'est-à-dire qu'on fasse remonter ce que les gens ont compris, ce qu'ils ont saisi, à la fois dans le processus décisionnel, de quelle manière ils ont vécu aussi, tout le savoir expérientiel, tout ce qui s'est développé. Donc j'en dirai pas plus. Un immense merci, on peut encore l'applaudir. Et je pense que les gens, quand ils regarderont le film, quand ils verront la retransmission, ils applaudiront aussi de chez eux. Donc on t'enverra les ondes magnétiques de cet applaudissement. Et là, Wilma, merci en tant que professionnel donc, qui était sur le front, sur le terrain, au quotidien, et puis aussi qui a participé à une belle expérience. On a beaucoup été dans la controverse vis-à-vis du conseil scientifique, alors que nous, on disait heureusement qu'il y a un conseil scientifique, heureusement qu'il y a des avis, et pas que des préconisations, il y a toute une argumentation. Et il faudra, dans le débriefing, dire aussi quelle a été la valeur, la signification du conseil scientifique, puisque j'ai Didier Pittet devant moi qui aborde aussi les questions d'un point de vue sciences humaines et sociales. Notre seul regret, notre seule déploration, c'est qu'il n'y ait pas eu un conseil scientifique sciences humaines et sociales. Même s'il y avait des représentants dignes des sciences humaines et sociales, je pense que ça justifiait sociétalement cette approche. Voilà, j'ai trop parlé, mais le plaisir de dire tout notre enthousiasme. Merci beaucoup.
Donc moi, je suis comme Didier Pittet, je suis médecin à la base, je ne suis pas du tout compétente sur ces questions. Mais quand j'ai réfléchi à cette question qui est extrêmement difficile de quelle science avons-nous besoin pendant une pandémie, je me suis dit que la science, finalement, c'était l'espèce de somme de connaissances et qu'au début de la pandémie, finalement, à la fois on en a et on ne la voit pas, c'est-à-dire les masques, les solutions hydroalcooliques, on oublie un petit peu ce qu'on sait déjà sur un certain nombre de maladies respiratoires, et puis il y a plein de choses qu'on ne sait pas, puisque c'est une maladie émergente qu'on ne connaît pas, donc il faut construire un certain nombre de choses, et notamment pour soigner les malades, pour les prendre en charge. Mais aussi, et peut-être que on va le voir sur cette construction de la science en pandémie, peut-être que sur un certain nombre de choses, on n'a pas fait suffisamment, et notamment on avait, alors j'ose pas dire ça, mais un terrain d'expérimentation infini, et on n'a pas pris la peine, notamment sur un certain nombre de sujets de prévention, mais aussi de sciences humaines et sociales, de construire cette science pendant la pandémie, et ça c'est peut-être quelque chose qu'il faudra réfléchir pour l'avenir. Puis après, il reste comment on construit cette science et donc la démarche scientifique qu'on applique. Donc il y a toute une controverse, mais pas vraiment, puisque finalement la science, elle se construit toujours de la même façon. Il faut qu'il y ait une certaine rigueur, à mon sens, cette rigueur en période de pandémie, elle doit persister comme dans n'importe quel moment. Sinon, cette science, eh bien, elle n'est pas solide, et donc on ne peut pas en faire grand-chose. Et peut-être que aussi sur un certain nombre de choses, comme a dit Didier Pittet, sur la solidité de ces sciences, on a un petit peu péché. Puis après, il y a tout ce qui est évidemment dissémination, dissémination aux citoyens, mais au fond aussi aux politiques. Et on voit bien que les politiques, peut-être, et les citoyens ne sont pas suffisamment formés à comment on analyse la science. Et bon, ils ont beaucoup progressé, je crois, ils ont beaucoup fait d'efforts, mais à la base, non. Il y a les politiques ne sont pas forcément des scientifiques, et je crois que c'est un moment important de profiter que cette façon de lire la science, elle soit inculquée dès le plus jeune âge à tous les élèves, et peut-être que ça, on n'a pas fait. On voit bien que les citoyens, même s'ils ont été submergés de données scientifiques, ne sont pas à même de lire ces données, et les politiques non plus. Voilà. Ouais, on va échanger, on fait juste des petites réactions comme ça. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, ça m'a beaucoup intéressé en tant que philosophe des sciences. Je vais peut-être dire juste deux choses. La première, c'est à mon avis, donc, poser la question de quelle science avons-nous besoin. Ça nécessite derrière de répondre à la question, finalement, de quelle science la maladie Covid-19 est-elle l'objet. Et ça, je pense que c'est une question difficile. Et dans de quelle science la maladie Covid-19 est-elle l'objet? Quand je pose cette question-là, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas d'abord l'objet d'une discipline particulière. Déjà. Et ça, il me semble que ça fait partie des biais de départ. Mais évidemment, c'est une maladie infectieuse. Donc tout de suite, quand c'est une maladie infectieuse, on va vers qui? Des infectiologues, des épidémiologues, des virologues. Et c'est normal, il faut absolument ces savoirs-là. La question, c'est est-ce que ces savoirs sont centraux à tel point qu'ils organisent la façon dont on va comprendre scientifiquement l'objet, c'est-à-dire que c'est les intégrateurs. C'est-à-dire qu'on va être OK d'aller chercher des savoirs ailleurs, mais en fait, le plan de réfutabilité, il est organisé en fonction des traditions de ces disciplines. Ou est-ce qu'on va considérer que la maladie Covid-19 est telle que, en fait, c'est certes une maladie infectieuse, il y a une question de microbes, il y a une question de système immunitaire, il y a une question de... Ok, mais en fait, c'est bien plus que ça. Ça touche la société, ça touche l'économie, ça touche les valeurs, ça touche la culture même. Et donc, elle n'est pas l'objet d'abord de ces disciplines, mais elle est un objet commun entre ces disciplines et d'autres. Voilà. Je pense que ça fait partie... Et là, on est dans une complexité autre, parce que ce qu'on va appeler la réfutabilité, évidemment, les régimes de preuve, le rapport à l'empirique, etc., n'est pas du tout le même. Voilà. Et donc, il y a une nécessité ici, et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a eu en quelque sorte marginalisation des sciences humaines et sociales, notamment, mais pas que, et de la psychiatrie aussi au début, moins maintenant, c'est qu'on est sur une hétérogénéité du rapport à la preuve, du rapport au réel, des méthodologies, de ce que vous avez appelé les régimes de réfutabilité. Et donc, voilà, ça c'est peut-être une première observation, la difficulté de ce qu'on peut appeler une véritable interdisciplinarité, une interdisciplinarité profonde, pas simplement de façade,
ou d'incantation comme ça. La deuxième chose, c'est sur la question de la fiabilité. La fiabilité, pour moi, elle se gagne, enfin en tout cas je la définis comme ça en tant qu'épistémologue, toujours certes par la rigueur, certes par ce que moi j'appelle la robustesse, c'est-à-dire évidemment il faut que nos méthodes elles soient robustes dans le sens éprouvées, acceptées dans une communauté, qu'elles passent l'épreuve des faits, etc. Mais on voit que la fiabilité, c'est-à-dire la caractéristique de quelque chose digne de confiance, un homme, ou une hypothèse, ou une institution, elle se gagne aussi par la pertinence. Et on voit qu'en situation de crise, et les années SIDA nous l'ont vraiment montré d'autant plus, que la rigueur ne suffit pas. La science, parfois, il faut qu'elle soit impure, dans le sens où il faut qu'elle inclue dans ses critères de fiabilité de la pertinence. Et ça, c'est aussi une autre difficulté, c'est comment on lâche un peu de la pureté méthodologique scientifique, mais pas trop, parce que sinon on fait une mauvaise science, et pour gagner en pertinence, mais pas trop, parce que sinon on fait vraiment, on suit des modes, on suit des demandes sociales. Donc ce curseur entre la robustesse et la pertinence me semble la difficulté qui doit faire l'objet d'une discussion publique politique. Voilà, ça c'est peut-être la deuxième chose que je voulais dire. Et la troisième chose, et après je m'arrête là, c'est qu'il me semble en tant qu'observateur, encore une fois avec beaucoup de recul, que le passage entre le scientifique et le politique a été trop rapide. Il me semble qu'il a manqué des espaces pour précisément que vive cette pluralisation de la science, cette mise en controverse, c'est ce que vous avez montré, c'est-à-dire que la science, en fait, les paliers d'adhésion en science, en fait, ils sont extrêmement rares, et la plupart du temps, c'est plutôt de la controverse, de la réfutabilité, de quelque chose qui essaye de déstabiliser plutôt les théories existantes. Et ça nécessite, pour être visible, des espaces adaptés, des espaces de mise en démocratie, finalement, de la pluralité scientifique. Et le passage trop rapide, qu'on appelle l'expertise, entre la science et la politique, ici, il a été vraiment mis à l'épreuve. Il a été mis en épreuve et en difficulté. Voilà. Et je pense qu'il manque des espaces. Est-ce que le conseil scientifique a été cet espace ? Je ne sais pas. Peut-être on pourra répondre collectivement. Voilà. En tout cas, cet appel à... Non, voilà. En tout cas, cet appel à des espaces intermédiaires qui permettent pas simplement de traduire ou de vulgariser la science, mais plutôt de mettre en valeur et en lumière sa profondeur, sa pluralité, pour que ensuite la traduction politique puisse se faire avec le mot qui a été utilisé en transparence, c'est-à-dire, ok, d'accord, on a vu qu'en fait, c'était pas si simple, et le choix qui est fait là, il repose c'est un vrai choix politique, parce qu'on a compris la diversité des options, parce qu'on a compris la controverse. Si on passe trop vite de la science à la politique, je pense qu'on fait le lit, effectivement, de ce qui a été dit, de ce qu'on appelle le populisme scientifique, des modes, voilà. Donc ça, c'était la troisième observation que je voulais faire. Merci Léo. Alors on va interagir. Je vous en prie. Une question sur pertinence, parce que Prenez le micro, c'est peut-être le... Ouais, j'ai lu évidemment ce que vous avez écrit, et pertinence, ça ne m'a pas parlé du tout. Donc est-ce que vous pouvez nous donner juste un exemple ou... Oui, il y a plein de façons de construire les critères de pertinence. L'un d'eux, c'est par exemple un tout simple, c'est qu'une bonne science n'est pas fiable si on n'a pas pensé dans sa construction les critères d'implémentation de cette science vis-à-vis d'un public. Voilà, ça c'en est un. C'est-à-dire qu'on peut faire une science hyper rigoureuse, mais en fait, elle ne sera pas fiable parce qu'on n'a pas pensé dans sa conception même, c'est l'éthique by design, c'est-à-dire dans sa conception, les conditions de son implémentation. Ce qu'on va en faire, la façon dont ça va être utilisé, la façon dont ça va être retraduit, voilà. Ça, c'est un des critères. Mais ça, c'est ce que j'appelle la pertinence. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup à l'espace éthique, la question de l'anticipation. L'impact, les études d'impact, quelles vont être les conséquences par rapport aux finalités. Alors on va donner la parole, merci, c'est tout à fait passionnant. On a bien fait de se déplacer à la Bellevilloise ce soir. Je donne la parole à Philippe, mais pour dire qu'il y a aussi des relations qu'on a construites les uns avec les autres dans l'immédiat. Et c'est vrai que très souvent, je téléphonais par exemple à Philippe qui, de son point de vue, avec son recul, à la fois son expérience par rapport au VIH, par rapport à l'Institut Pasteur, donc la partie scientifique, et puis par rapport à la santé publique. Et donc on avait comme ça des flashs, et je dirais qu'il y avait quelque chose de transitoire, c'est-à-dire il y avait la science de fond, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être produit sur le long cours.
parce que les équipes de recherche, par exemple notre équipe de recherche en éthique, en épistémologie, va produire dans les mois, dans les années qui viennent, sur un matériau, j'allais dire, plus robuste, comme dit Léo. Mais il y avait aussi à être présent dans l'instant présent. C'est-à-dire être en capacité de répondre, comme on l'a fait au jour le jour, à des équipes qui étaient en réanimation ou dans des EHPAD et qui étaient confrontées à des situations inattendues, dans lesquelles ils étaient totalement démunis, ils devaient faire face au quotidien, ils n'attendaient pas qu'on leur dise « on va vous produire une réflexion », en plus qu'on se substitue à eux. Donc il y a eu toute une intelligence, entre guillemets, éthique qu'on a déployée. Il faudra aussi en faire quelque chose au niveau du débriefing dont tu parles. Et je donne la parole à Philippe pour le remercier, parce que lui, il est un petit peu SOS aussi éthique. Parce que chaque fois, il nous apportait l'état de la question et la réflexion qu'on pouvait mener d'un point de vue éthique et scientifique, quoi. Merci Emmanuel. Je suis médecin, moi aussi médecin. J'ai soigné des vrais malades. Et puis après, j'ai fait de la recherche clinique. Et puis comme je m'ennuyais, parce que j'ai toujours la même chose, la recherche clinique m'a appris autre chose. Puis j'ai vérifié l'épidémiologie et à la santé publique. Donc je suis enseignant de santé publique au CHU de Lille, spécialisé dans les maladies chroniques, en particulier l'Alzheimer et les maladies cardiovasculaires. Donc ça n'a absolument rien à voir avec le VIH, le Covid-19, mais quand même. Je voudrais d'abord remercier Didier Pittet, parce que la vision d'ensemble, alors ça a l'air simple comme ça, mais c'est l'intégration de 19 mois d'un enfer scientifique que vous ne pouvez pas imaginer quand vous êtes scientifique. On prend l'exemple des revues par les pairs. En général, quand je reçois un papier à reviewer, je mets à peu près au minimum 12 heures pleines de travail, pour rendre un avis qui puisse aider la personne qui l'a soumise et l'éditeur. D'accord ? Là, c'était impossible. J'avais des sollicitations, alors parce qu'épidémiologiste, mais 8 à 10 par jour. Ce n'est pas possible. Et même, donc, j'ai commencé à distribuer dans l'équipe, mais eux-mêmes étaient déjà saturés. Donc voilà, déjà, il y a un vrai problème par rapport à l'évaluation et ce volume. C'est-à-dire que humainement, par rapport au système de fonctionnement, ça ne peut pas marcher. Donc on laisse forcément passer des tas de bêtises, et ça s'est même passé dans les meilleures revues. Donc ça, c'est le premier point. Il faut se rendre compte de ça. Le deuxième point, c'est que là, on raisonne, mais on raisonne un peu à l'envers. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien, c'est comme dans les peintures, il faut remettre les peintures dans le contexte au moment où elles ont été peintes, pour les comprendre. Quand on les voit au XXe siècle, quelque chose qui a été peint par des peintures, par des Flamands, plusieurs siècles avant, on a du mal à comprendre. Alors c'est beau, c'est magnifique, etc., mais on rate beaucoup des messages. Et là, je pense qu'il y a quand même une phase d'apprentissage ultra rapide, incroyable. Parce qu'en effet, on a eu énormément d'informations, mais juste le début, c'est-à-dire le premier mois, où on a sorti la séquence, où on l'a isolée, où elle a été transmise, mais c'est absolument unique en termes de vitesse. Après est arrivé un phénomène, mais je pense que ce phénomène était lié, alors là, comme disait Didier, au problème chinois et au problème de la non-transparence de ces affaires-là. C'est-à-dire qu'on a les politiques, les scientifiques ont bâti des hypothèses à partir d'informations qui, à mon avis, n'étaient pas complètes. Donc quand certains ont dit c'est pas grave, ça va passer, ça va pas dépasser, aujourd'hui ça paraît des aberrations, on reprend ça en boucle, vous savez, dans les montages sur YouTube pour dire que, etc. Et ça va pas, ça, c'est pas possible, c'est pas honnête par rapport à eux. Alors après, on a progressé, mais on a continué à dire des bêtises. Ça, c'est une autre histoire après, parce qu'on avait cette expérience qui est montée extrêmement vite. Je voudrais aussi le remercier parce que, en fait, dans les points que vous avez mis à la fin, c'est exactement les points qu'il va falloir discuter, qu'il va falloir développer. C'est le plan pandémie. Je me rappelle, on a fait le dernier comité opérationnel de la Fondation en personne. Après, on a tout plié après le 17 mars, quoi, comme tout le monde. Et Emmanuel nous avait apporté le livre pandémique que tu avais fait sur la grippe. Tout était écrit dedans. Tout était écrit dedans. Je vous conseille de le lire. Vous remplacez grippe par Covid et vous avez tout. De A. 2009, ouais. Ah, je sais pas. Revu en 2013, le plan français, parce que dans le contexte de la mission qu'on a faite pour Emmanuel Macron, on a revu tous les plans pandémie d'une trentaine de pays. Et on les a quantifiés, qualifiés. Et tous ces plans pandémie, certains étaient des petits volumes, d'autres étaient des 300 pages, mais il y avait de quoi faire. Or, ils n'ont pas été utilisés. Il n'y a pratiquement aucun pays incroyable, mais c'est vraiment Singapour incroyable. l'a utilisé. Je vous conseille, lisez-le. Vous pouvez le regarder, vous regarderez plutôt le dernier, 2020, Ouais. pandémie 2020, mais juste une parenthèse. Tout ce qui s'est passé au niveau de la gouvernance, c'est aussi écrit. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un rapport de confiance entre le gouvernant et puis ceux qui sont la société, s'il n'y a pas ce rapport, et à plusieurs reprises, dès mars
le conseil scientifique. Je referme cette parenthèse. Pour moi, c'est ce qui va être le plus marquant au niveau du vécu démocratique et problème des traces qu'on gardera de cette pandémie. Je referme la parenthèse. Tu me casses la fin de ce que j'allais dire, là. Parce qu'en fait, on a beaucoup discuté de ça, entre autres. Le deuxième point que j'ai appelé, c'est l'anticipation. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, on avait les moyens d'anticiper, on avait les modèles, on avait tout ce qui permettait d'anticiper. Et là, il y a eu une interaction un peu bizarre que moi, je n'ai pas comprise, mais qu'on va peut-être expliquer par la suite. Le défaut d'organisation, mais bon, ça c'est normal, hein, c'est la structure humaine, on n'est pas parfait. La crise de communication. Alors, la question que vous évoquiez en particulier de voir une modification de la science de la communication, je pense qu'on va avoir énormément de mal à contrôler ça. Parce qu'elle est quand même dirigée par les chaînes d'information en continu, par les journalistes, qui ont même des infos avant que moi je les ai. C'est-à-dire, j'ai lu beaucoup d'articles. Et ben, ils avaient des articles que je ne connaissais pas, qu'ils avaient lus, parce qu'ils sont informés avant par leurs potes qui sont dans les grandes revues scientifiques, qui font des releases spécifiques pour eux, de certain nombre d'informations. Donc, on a du mal à pouvoir savoir comment, par quel canal on va passer. Bon, la gestion des controverses, mais ça, c'est la nature humaine. Et enfin, la gouvernance. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. C'est-à-dire que ce que vous avez dit aussi, c'était très important. À la fin, on dit chacun, chacune peut participer. Et ça pourrait probablement réduire un certain nombre de tous les problèmes qu'on a vus initialement. Parce que ce n'est pas juste une maladie où il y a des gens qui sont malades et 99% de la population n'est pas concernée. Donc, elle ne s'interroge pas, elle fait confiance aux médecins, ça ne la regarde pas. Là, 100% de la population a été concernée par cette maladie, même si tout le monde n'est pas tombé malade. Tout le monde est resté vissé à la maison pendant 52 jours. Donc, ça veut dire que tout le monde était concerné. Donc, tout le monde s'est posé des questions. Autre exemple. Grosso modo, décembre 2019, en France, il y avait une centaine, 150 bons épidémiologistes. Voilà. Décembre 2020, il y en avait à peu près 57 millions. Mais c'est très bien, Mais voilà, donc il y a eu quand même une acculturation indirecte. Hein. Il faut le reconnaître. Hein. Maintenant, je n'ai plus à expliquer ce que c'est qu'un taux d'incidence, qu'une moyenne sur 7 jours, une moyenne mobile. Certains journalistes ne pichent pas encore, mais voilà, la plupart des gens comprennent quand je parle de ça, alors que bon, c'est ce que j'enseigne de base. L'autre point aussi, je voudrais dire qu'on parle de la science là, comme une espèce d'absolu avec ses règles, mais qui c'est qui a créé ça? C'est les hommes quand même et les femmes. Du coup, je pense qu'il faut vraiment voir ça, tout ce que vous avez évoqué, à la lumière des pulsions individuelles naturelles de l'homme. Je vais prendre 2 exemples, Raoult et Trump. Moi, je trouve qu'ils ont fait le même raisonnement. Et Raoult, il n'est pas stupide, je connaissais avant. Il était un peu fou, d'accord, mais il n'est pas stupide. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de Didier Raoult? Il se dit, les Chinois ils sortent ce petit papier sur l'hydrochloroquine, parce qu'il n'a pas commencé par son papier, il a commencé par une petite vidéo YouTube, où il a expliqué les résultats de son papier, il a fait un teaser de son papier est sorti 5 semaines après. Et donc là-dedans, il expliquait que, mais il a fait ça sur quoi? En fait, il a chopé l'idée des Chinois, qui avaient déjà essayé ça dans le SARS-CoV-1, ça avait l'air d'avoir marché, donc ils ont tenté, ils ont fait une mauvaise étude, ça a marché, et il se dit quoi? Il se dit, il y a des chances que ça marche. Donc si je suis le premier à hurler, et si ça marche, c'est un vrai coup de poker. Je vais être le sauveur du monde. Il y en a un deuxième, et après, il n'y avait plus de limite. Après, il n'y a plus de limite. Mais il y a ce point-là. Trump, son problème, c'était sa réélection. Et vous l'avez dit fort justement, la vitesse à laquelle on a eu ces vaccins, c'est grâce à une poussée politique forte, en particulier des États-Unis. Avec le Barda, avec toutes ces choses-là, ils ont investi des milliards de manière incroyable. Et je pense que c'est une erreur de dire oh bah oui, en France, en Europe, on aurait dû faire la même chose, on n'a pas mis assez d'argent. Non, il y avait une motivation forte d'un homme qui était Trump. Pourquoi? Il se dit, si j'arrive à avoir un vaccin avant le 9 novembre, date des États, je suis réélu. Voilà. Donc vous voyez que tout ça, et à la fois le pire et à la fois le meilleur que sont les vaccins, c'est vraiment dû qu'aux hommes. Donc je pense qu'il faut vraiment regarder tout ce qu'on vient de dire à la lumière de tout ça. Dernier point, et ça c'est Emmanuel qui l'a dit, alors j'ai repris ton mot, tu as dit la marginalisation des sciences humaines et sociales. Alors ça, j'y crois pas. Hein. Il y a eu des infectiologues, il y a eu des néphrologues, il y a eu des cardiologues, il y a plein de gens qui sont allés au charbon, qui ont fait parler d'eux, qui sont allés dans les médias, qui ont gardé le micro, d'accord ? Mais je n'ai pas vu des gens, à part toi et ton équipe. Hein, dans Le Monde, etc., toutes les tribunes, tout ça. Il n'y a eu que vous. J'en ai pas vu d'autres, quand même.
Et c'était aussi une question qui était aussi importante, puisque c'est vraiment une question d'homme, c'est une question de sociologie, et ça aurait pu aider. Si on regarde sur la gouvernance, tu as évoqué en particulier cette espèce de ce qu'on a appelé de démocratie sanitaire qu'on aurait pu mettre en œuvre, qui aurait pu faciliter beaucoup de choses, il y avait grosso modo pas beaucoup de monde qui était sensible à ça, à part l'équipe d'Emmanuel, un petit peu moi, parce que pour tout un tas de raisons, et les associations de patients. Donc je suis intervenu, d'ailleurs, avec Yazdan Yazdanpana, des membres du conseil scientifique, un tas de monde, devant ces associations qui demandaient à ce qu'on leur demande leur avis, qui demandaient qu'on leur explique. Alors bien sûr, ce n'est pas eux qui vont décider. Chacun a son rôle. Le médecin, ce n'est pas lui qui prend la décision, c'est le politique. Et ça, c'est une tendance qui a énormément, en particulier dans l'Alzheimer. Moi, j'ai commencé à ça il y a à peu près 7-8 ans, quand je suis rentré dans le World Dementia Council. Dans le conseil, on avait des patients atteints de maladie d'Alzheimer qui discutaient avec nous des axes scientifiques qu'il fallait porter. Au début, je me dis, mais ça ne va jamais marcher. Arrive un problème, un médicament aux États-Unis qui est apparemment actif contre l'Alzheimer, qui est en essai de phase 3, paf, 4 hépatites fulminantes. Donc, qu'est-ce que fait la FDA dans ces cas-là ? Crac, crac, elle arrête tout. Donc on débriefe ça dans le. Alors le World Dementia Council est une instance qui cherche à faire du lobbying auprès des politiques, du bon lobbying scientifique, pour essayer de leur faire mettre plus d'argent dans la recherche sur l'Alzheimer, trouver des médicaments, faciliter les accès. Donc on a un débrief avec les patients. Et les patients nous disent, mais non, nous on n'est pas d'accord. Vous ne vous rendez pas compte du risque que l'on vit. Nous on sait notre bénéfice-risque. Donc si j'ai un médicament qui m'améliore mes fonctions cognitives pendant un certain temps et que je meurs d'une hépatite fulminante avec un risque qui est une chance sur 1000 ou une chance sur 10 000, moi je le prends ce risque. Et donc à ce moment-là, on se rend compte de l'importance de l'intervention des gens qui sont les plus concernés dans ce mode de fonctionnement. Voilà, j'ai fini. C'est intéressant d'avoir le retour de Didier maintenant. Ensuite, on donnera la parole à quelques personnes qui sont aussi ici présentes. Juste un point que je rajouterai du point de vue de l'éthique. Pour nous, c'est un laboratoire assez exceptionnel. On l'avait vu quand on avait anticipé le H1N1. On était dans une configuration avec Roselyne Bachelot, on avait des relations avec Didier Houssin, des personnalités qui avaient une culture aussi de ce qu'avait été le VIH. C'est aussi un problème générationnel. C'est-à-dire la génération des gens qui sont aujourd'hui aux affaires n'est peut-être pas la génération des gens qui ont connu aussi l'histoire du VIH et qui ont été confrontés au H1N1. Donc on était dans une osmose et on avait fait des projets extrêmement concrets, c'est-à-dire très constructifs, jusqu'à la question de la mort massive. Mais je pense que pour nous, dans le débriefing, si on veut, c'est une très belle aventure pour être créatif, innovant en matière d'éthique. Un certain nombre de concepts ont difficilement résisté à l'épreuve des faits. Il y a une grande inventivité, il y a toute une créativité, et nous on milite, et on le fait aussi bien au travail de recherche qu'en termes un peu de lobby, pour que des instances d'éthique se réforment également à la lumière de ce qu'elles ont fait ou pas fait, et de savoir si nos concepts sont encore pertinents. La question de la justice est une question, la question de l'autonomie. Quand il y a eu la hiérarchisation des choix, la question des critères, pas uniquement de priorisation dans le cadre de la réanimation, il y a eu tout un travail d'élaboration, et ce temps ne doit pas être uniquement le temps de la polémique, ça doit être le temps d'une construction. Mais il faudrait aussi que les polémiques politiques, si on veut pas, on est dans une période un peu électorale où je pense que le président de la République a d'autres échéances que de penser au retour sur l'expérience de la pandémie. Mais il faudra quand même que très rapidement se mette en place un dispositif, et je trouve que c'est aussi un peu annoncé dans le rapport qui est mis en place. C'est-à-dire que ce n'est pas tout de faire des rapports, il y a eu le rapport parlementaire, il y a un rapport qui est quand même beaucoup plus de tenue scientifique, c'est le rapport Pittet, mais maintenant on attend aussi l'après. Donc voilà, peut-être que Didier pourrait réagir à tout ce que... Ensuite on va continuer à interagir, à donner la parole à différentes personnes, notamment notre éminent représentant de l'Institut Pasteur, qui va aussi, avec la dimension internationale, interagir. Bon, écoutez, moi, je n'ai pas à réagir à vos commentaires qui sont hyper intéressants et brillants. J'ai beaucoup aimé vos interventions. Je crois qu'en effet, il y a la question du comité scientifique, alors du conseil scientifique. Et cette question du conseil scientifique, ça sera vraiment intéressant. Dans le rapport qu'on a fait pour Emmanuel Macron, après avoir interrogé à la fois le conseil scientifique, à la fois regarder ce qui s'était passé à l'étranger, à la fois voir les perceptions, on a fait des auditions de plus de 200 personnes. Donc voilà, pour nous, c'était évident que ça avait été une très bonne décision que d'avoir un conseil scientifique. Mais évidemment, dans nos recommandations, on a dit il faudra, en pareille situation, évaluer l'opportunité de mettre un conseil ad hoc. On n'a pas dit scientifique, on a dit ad hoc, parce que justement, il faut qu'il y ait des scientifiques, il faut qu'il y ait des patients, il faut qu'il y ait des représentants d'eux, etc., etc.
Je crois qu'évidemment, comme toujours, c'est toujours plus facile de le dire après. Sur le moment, on a été tous débordés par cette vague et par la première vague d'une manière qui, pour moi, est unique dans l'histoire. Quand je compare finalement mes visites en Afrique de l'Ouest au moment d'Ebola, ou quand on a reçu un patient Ebola à Genève, où j'avais tout mon personnel en train de soigner ce malade, c'était plus facile, et pourtant Dieu sait si cette maladie tue davantage, qu'au milieu du mois de mars, en première vague, où on ne savait pas jusqu'où allait monter cette vague, si on allait avoir assez de lits. On savait que les Italiens n'avaient plus assez d'oxygène, avaient dû faire du véritable tri, chose que nous, on n'a jamais fait. On a fait du tri autre, mais on n'a pas fait le tri. Donc ça veut dire que ce qui a été compliqué dans cette crise, c'est d'à la fois être au lit du malade pour ceux qui y étaient, au lit des décisions éthiques pour ceux qui devaient y être, à l'écoute de... Tu m'as dit tout à l'heure que tu allais aux urgences faire du SAMU, vous l'appelez du SAMU, chez nous on l'appelle du SAMU, peu importe, on a tous dû à un moment donné se redéfinir dans une certaine fonction, complètement arrêter de faire le travail qu'on fait de reviewer pour les épreuves. Et moi, je suis dans l'advisory board du Lancet, donc Dieu sait si je reçois des montagnes de choses, et je n'ai pas revu un papier depuis 18 mois. C'est pas compliqué, je n'en ai pas revu un. J'ai dit non à tout. Et il n'y avait pas le choix. Et donc, je pense qu'on a vécu une situation où il faut être très humble. On n'a pas pu tout faire ce qu'on aurait voulu faire. On n'a pas pu le faire aussi bien qu'on aurait voulu le faire. Et on a fait ce qu'on a pu. Et malheureusement, en effet, pourquoi, et ça c'est vraiment fondamental, il va falloir qu'on l'explique, pourquoi on n'a pas réutilisé, par exemple, ces plans pandémie. Alors, quand on a analysé la raison pour laquelle on n'avait pas utilisé en Suisse, parce qu'en Suisse, on ne l'a pas utilisé, et je vais vous dire, en Suisse, c'est un de mes bras droits qui a fait le plan pandémie de 2009 pour le gouvernement suisse. Et quand je lui ai dit, on met en route le plan pandémie, elle m'a dit, j'essaye d'appeler l'Office fédéral de la santé publique, et la réponse, c'est on n'a pas le temps de réunir l'équipe du plan pandémie. Et pourtant, le plan pandémie était écrit. En France, on a vu ce plan pandémie, il a été revu, il y a des exercices qui ont été faits, il y a des rétextes qui ont été faits, qui ont mal été incorporés, certes, et pourtant, on n'a pas utilisé le plan pandémie. À Singapour, c'était probablement un des plus mauvais plans de pandémie écrits par rapport au jugement qu'on a fait. On a fait 20 ou 25 plans pandémie différents. Eux, ils ont utilisé le plan pandémie. Et pourtant, c'était un plan extrêmement restreint. Donc, allez savoir, allez comprendre pourquoi on a utilisé ou ne pas utilisé ces plans. Et je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir. Certains ont dit, c'est vous qui avez fait le plan pandémie, mais entre-temps, vous êtes venu responsable de ceci, de ceci, cela. Vous avez, il y a 10 ans, entre 2009 et maintenant, ça fait pratiquement plus de 10 ans. Donc, vous n'êtes plus là. Donc, vous ne faites pas confiance à ceux qui ont fait les plans pandémie. C'est aussi bête que ça. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment étudier et vraiment comprendre. Donc, voilà. Je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai été passionné par votre approche pour moi, la collectivité, savoir comment on arrive à faire travailler les disciplines ensemble et à les faire transmettre, ça va être fondamental pour la prochaine fois. Voilà, je m'arrêterai là parce que je pense qu'il faut qu'on arrive à tous... Je donne la parole ensuite à Yves Raguin, ouais, parce que ça va être intéressant. Il y a deux petites observations par rapport à ta dernière intervention. C'est d'une part, le Conseil national du sida a sorti un document très intéressant en juin. Moi, j'avais dit dès le départ, on a un Conseil national du sida qui, comme la NRS à l'époque, qui développait des sciences humaines et sociales, a fonction justement de s'occuper de pandémie. Il a sorti un rapport en disant comment l'expertise du Conseil national du sida aurait pu être prise en considération. Puis un deuxième point dont on s'est rendu compte quand on a un peu fouillé sur le terrain, c'est qu'on anticipait les risques NRBC, nucléaire, radiologique, bactériologique, et pas une pandémie. C'est-à-dire que toutes les instances s'étaient plutôt reconverties à un risque. Voilà. Très clairement. Ce qui fait que finalement, on a déconsidéré, j'allais dire en termes de hiérarchie, en termes, j'allais dire, de sécurité publique, on a déconsidéré cet aspect. Et un dernier point je pense qu'il y a un aspect aussi de la vision péjorative qu'on a eue sur la gestion du H1N1. Oui. Il faut se rappeler
Et c'est la même Oui. chose pour la vaccination. Il y a eu toutes sortes de préjugés qui ont été, à mon avis, des éléments déterminants dans les arbitrages ou dans les peurs du gouvernement. Et comme les gens se rappelaient de l'histoire des vaccins, enfin, il y a eu tout un ensemble de polémiques. Et rappelez-vous comment Roselyne Bachelot est devenue une héroïne des temps modernes, précisément dans le contexte de la polémique autour de la Covid-19, en disant s'il avait été aux affaires, au moins on aurait eu les vaccins. Je referme la parenthèse, mais je trouve que c'est des éléments sociologiques et psychologiques à prendre en compte. Alors je me permets juste, on ouvre la discussion avec Yves Raguin, qui a beaucoup d'éléments pour intervenir aussi. Oui, quelques-uns pour ne pas monopoliser la parole. Bonjour, Gilles Raguin, je suis infectiologue, mais je suis aussi le président du comité d'éthique opérationnelle de l'Institut Pasteur, l'IRB pour les initiés. Et je fais aussi partie du Conseil national du sida et j'ai donc participé à la rédaction de cet avis sur les parallèles qu'on peut établir et les leçons qu'on peut tirer à la fois de ce qu'a été la pandémie, la syndémie de sida et la syndémie de Covid-19. 3 points rapidement. Le premier point, c'est que je trouve que vous êtes un peu sévère sur votre diagnostic, c'est-à-dire que certes, la science ne sort pas forcément... Enfin, je ne crois pas que la science ne sorte pas grandie de cette histoire. À vrai dire, quand on parle avec tout le monde, sa famille, ses amis, ou dans des cercles, différentes interfaces sociales, il n'y a jamais eu autant d'appétit et d'intérêt pour la science, je trouve. Et même, je dirais maintenant, après presque 2 ans de pandémie, je trouve que le niveau global de ceux que je rencontre, de toutes catégories, y compris les chauffeurs de taxi, sur la compréhension de la science et de la façon dont ça fonctionne, dont ça produit des résultats, du temps de la science par rapport à temps politique, ce sont des choses qui sont, certes de façon relativement parfois rudimentaire, mais qui sont beaucoup plus aujourd'hui comprises et intégrées que, par exemple, à l'époque du VIH et du sida. Donc, globalement, moi, je suis plutôt... Ça n'est pas fini, la Covid n'est pas finie. J'écoutais encore les conférences toutes récentes de l'Institut Pasteur qui ne sont pas particulièrement rassurantes. Dans certains pays et sur certains continents, ça n'est pas terminé. Toujours est-il que même aujourd'hui où ça n'est pas terminé, il y a un niveau général de compréhension, y compris de mauvaise compréhension, mais de compréhension, d'intérêt et d'appétit qui est absolument formidable d'une certaine façon. En revanche, comme vous l'avez dit, comme Emmanuel l'a rappelé, on a cruellement manqué de démocratie sanitaire. Nous, à travers le Conseil national du sida, moi dans mes activités d'autrefois d'infectiologue, on a construit la démocratie sanitaire qui n'existait quasiment pas avant l'épidémie de la pandémie, de la syndémie de VIH. Et il y a eu une formidable la construction d'un contre-pouvoir ou d'un pouvoir de réfutation, peut-être pas nécessairement dans un champ strictement scientifique, encore que, de la part de toute une série d'organisations de la société civile qui s'est construite, qui a existé. Et là, ce qui a été vraiment une stupéfaction pour beaucoup d'entre nous, c'est de voir le niveau 0, c'est-à-dire absolument aucune prise en compte de cette dimension de la société qui pourtant a été essentielle dans la lutte contre la pandémie de VIH, pas seulement en France, mais partout. Une absence totale, à la fois parce qu'il n'y avait pas d'interlocuteur, il faut bien le dire, surtout au début, une sidération, on peut le dire, d'une certaine façon de la société civile, mais aussi parce qu'il n'y avait aucune volonté de la part des institutions générales, du pouvoir politique, mais pas seulement, du pouvoir scientifique également, d'aller vers ces organisations ou de chercher des interlocuteurs dans la société. Alors certes, je l'ai dit, il y avait une sidération, c'était une crise majeure, les confinements, l'inquiétude, le stress, la panique faisaient que peut-être c'était difficile de le faire. Mais on ne peut pas dire qu'on ait senti une volonté, un effort vers cela. Et c'est probablement aussi pour ça que la science a été, surtout au début, si mal comprise, parce qu'il n'y avait pas de dialogue avec la société, d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas simplement se reposer sur les médias télévisés pour dialoguer avec la société. Il faut qu'il y ait des instances physiques ou éventuellement virtualisées, mais différentes façons de dialoguer avec la société pour que la science
ou les questions qui se posent, les questions qui sont d'ailleurs qui ont beaucoup été du registre de l'éthique qui se pose, donne lieu à un dialogue constructif. Puis le troisième et dernier point, vous l'avez un peu évoqué au début, mais c'est la question de la gouvernance internationale, parce que les pandémies, par définition, sont internationales. Les syndémies, par définition, prennent en compte à la fois des aspects politiques et des aspects médico-scientifiques, et que là aussi, beaucoup d'efforts ont été faits, beaucoup de choses ont été mises en place dans un quand même chaos assez considérable. Et même aujourd'hui, on constate 2 ans après le début de cette pandémie et quasiment un peu plus d'1 an après l'arrivée des vaccins, qu'il n'y a pas de gouvernance internationale satisfaisante de lutte contre cette pandémie. Il n'y a pas de réponse, alors je veux dire scientifiquement satisfaisante, au sens où j'inclus dans la science évidemment la santé publique, parce que là on raisonne on travaille d'une façon complètement différente quand on raisonne à l'échelon international dans des pays de catégories très différentes pour lutter contre une pandémie pour laquelle il ne peut pas y avoir de solution, même si le vaccin est une solution entre guillemets facile intellectuellement. Il n'empêche que sur le terrain, l'accès au vaccin est un problème considérable et que la science au niveau international ne pourra ou ne peut être entendue que si elle est éthique. Or là, aujourd'hui, on ne peut pas considérer que la déclinaison de la science soit éthique. On peut même dire qu'il y a un problème éthique majeur d'accès à la science et aux produits de la science à l'échelon international. Voilà, quelques mots pour contribuer à la discussion. Vous allez pouvoir réagir par rapport à cette belle intervention. Juste, ce n'est pas un scoop, mais on organise donc avec l'Institut Pasteur, donc l'Université Paris-Saclay, vers février 2022, un colloque international sur la recherche, la gouvernance de la recherche en situation de crise sanitaire. Et je pense que certains d'entre vous seront sollicités bientôt pour intervenir. Vous voyez que ça sera tout à fait passionnant, puisque c'est aussi des enseignements. Sur ces différents points, peut-être les uns et les autres, est-ce que vous voulez réagir? Parce qu'il y a d'autres questions ensuite qu'on va pouvoir poser. Moi, je peux réagir rapidement sur les 3 points. Je suis tout à fait d'accord qu'effectivement, la population en général a été beaucoup plus ouverte aux problèmes de santé. Tout à l'heure, tu le disais très bien, j'ai plus besoin. En fait, épidémiologiste, personne ne savait que ça existait avant la pandémie, et puis l'incidence, et puis etc. Donc oui, je suis tout à fait d'accord que la population a eu accès à la démocratie sanitaire. On l'a déploré aussi, ce manque de démocratie sanitaire, dans le rapport qu'on a fait pour Emmanuel Macron. Puis dernier point, c'est pour une question de temps, j'ai juste mis une phrase qui dit que malheureusement le vaccin ne se diffuse que mal dans les pays. On sait que c'est à peine 3 à 4% de l'Afrique qui est aujourd'hui vaccinée. On sait que c'est à peu près 20 pays qui ont vacciné en Afrique à peine 10% de leur population. Et puis quand on compare au reste des pays nantis, c'est totalement non éthique. Et je suis totalement d'accord. Moi qui travaille beaucoup avec l'Organisation mondiale de la santé depuis assez longtemps, j'ai vraiment peine à voir cette gouvernance qui patauge et qui peine et qui malheureusement n'aide que peu. Et il va falloir réformer le système. Alors malheureusement l'OMS est en réforme depuis que je la connais, depuis que je collabore avec, et ça n'avance que trop lentement. Ce n'est pas seulement de la faute de l'OMS, soyons clairs. Mais voilà, alors oui, je crois qu'il y a une véritable éthique de l'universalité nécessaire et de la santé publique mondiale si on veut pouvoir corriger à terme les drames qu'on constate aujourd'hui. Je ne peux être que d'accord avec ce qui a été dit. Je laisse Non, mais d'autres. je suis d'accord aussi. C'est non seulement pas éthique, mais en plus c'est dangereux. C'est que, évidemment, si on veut mettre fin à cette pandémie, il va falloir vacciner le monde entier, on le sait bien. Donc, en fait, c'est un peu par là qu'il faudrait commencer, en fait. Distribuer les vaccins, être éthique, évidemment. Alors, pour ce qui est de la démocratie sanitaire, c'est quelque chose qu'on a quand même beaucoup plaidé au Conseil scientifique, dans plein d'avis, dès le départ. C'est pas quelque chose sur lequel on a été entendu.
Pourquoi ? Peut-être, comme vous l'avez dit, c'est l'urgence, et il y a plein de choses à faire. Ça parle pas forcément non plus aux politiques, alors que évidemment Jean-François Delfraissy, qui avait l'expérience des années SIDA, a beaucoup plaidé pour ça, et je sais que c'est un de ses grands regrets. Voilà. Après, les explications, c'est pas à moi de les donner, mais effectivement, ça aurait probablement aidé. Dans le conseil scientifique, il y a beaucoup de disciplines, mais effectivement, il n'y a pas la société civile, et puis il n'y a pas non plus plein de professions. Alors évidemment, on ne peut pas faire un conseil scientifique avec 40 personnes, ça serait contre-productif, mais on nous a aussi dit qu'il n'y avait pas, par exemple, des infirmières ou des choses, plus qu'il y a beaucoup de médecins, il n'y a pas d'infirmières, des gens qui étaient sur le terrain. Au début de la crise, ça aurait été aussi utile. Donc il n'est pas parfait, le conseil scientifique, mais je crois que quand même, c'est un modèle... C'est compliqué de trouver le bon modèle. Voilà. En Suisse, je peux vous dire, il y a eu un conseil, on ne l'a pas appelé conseil scientifique, mais ça n'a pas d'importance, c'était à peu près la même chose. Et il y avait 80 personnes divisées en sous-groupes. Et en fait, ça a été très mal utilisé, très mal perçu. Le ministre de la Santé, en Suisse, il n'y a pas de président, donc c'est le ministre de la Santé qui présidait aux décisions et qui devait, disons, convaincre son collège. Mais il disait lui-même, ce conseil ne me sert à rien. Et il le dit. Et donc, je pense que pour trouver la bonne mesure, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais il faut absolument qu'on y travaille, parce que la bonne mesure, il faudra bien s'améliorer. La prochaine fois, il faudra qu'on soit meilleur. Oui, s'améliorer, et puis peut-être aussi, c'est une réflexion qui peut être faite, c'est faut-il adosser au ministère de la Santé quelque chose qui est pérenne, hein, parce que évidemment, le construire quand la crise est déjà là, c'est peut-être beaucoup plus compliqué. Et peut-être que si on le construit en amont, ça permet effectivement de mettre la société civile, etc. Mais ça présuppose qu'on puisse le construire en sachant qu'on ne sait pas ce que va être la crise. Et il faut construire la culture de crise, qui est quand même quelque chose d'assez particulier. Et c'est pour ça qu'on a recommandé dans le rapport à Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui l'a demandé. Donc c'est quand même, on a recommandé d'introduire une culture de la gestion de crise au sein, en fait, du SGDSN, c'est-à-dire plutôt au niveau du cabinet du Premier ministre. Pourquoi ? Parce que, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, Emmanuel, la France avait super bien travaillé la crise H1N1, et ensuite, vous êtes allé, chose que la Suisse n'a pas dû faire, vous êtes allé gérer du terrorisme, etc., des attentats, et du coup, la culture de crise, elle est, mais c'est toujours de la culture de crise, c'est-à-dire instituer une culture de la gestion de crise, c'est un métier finalement. Et donc, bien entendu, avoir une structure centralisée qui permet de faire de la crise sanitaire, de la crise d'attentat, de la crise militaire, etc., c'est probablement en bonne intelligence, et puis ensuite d'aller travailler avec les différents ministères. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. C'est un esprit, c'est comme la culture d'entreprise dans un hôpital, dans une industrie ou ailleurs. On sait à quel point c'est compliqué. On a rajouté, je donne la parole, je vais intervenir de suite, mais on a rajouté la culture de crise et la culture du risque. Et dans la société, c'est-à-dire comment les gens s'approprient aussi des savoirs qui leur permettent d'appréhender ce à quoi ils sont exposés, et en tenant compte aussi des expositions différentielles des personnes plus vulnérables que d'autres. Juste une toute petite virgule, excuse-moi, je disais que je ne suis pas bavard, donc tu es rassuré, mais ce qu'on a un peu discuté d'un point de vue démocratique, c'est effectivement qu'on a un conseil scientifique de haut niveau, mais que les avis ont été saisis par le président de la République d'une manière très discrétionnaire. Il y a certains avis qu'il a pris en compte, d'autres qu'il a différés. Voilà, c'est aussi, si on a un conseil scientifique, quel est son statut réel et quelle reconnaissance non contestée on lui accorde. Et ce qui a été aussi dans l'ambiguïté et dans la controverse sur l'expertise, c'est qu'avec beaucoup de dédain, rappelez-vous de la partie du Paris du 29 janvier, il y a des choses qu'on a acceptées, il y a des choses qu'on a refusées. Et la société n'a pas compris ce que l'on prenait et ce que l'on ne prenait pas pour des raisons qui ont quelquefois échappé à notre capacité de discernement. Et je te donne la parole parce que, excuse-moi d'avoir été bavard. Non, juste pour... je trouve que Lila, vous êtes dur avec le conseil scientifique, parce que je pense que c'était une très bonne chose, et de le faire tout de suite. Et avec cette mission qui est, on sonde devant une avalanche de données scientifiques,
On connaît les limites de la science, hein, c'est toujours réfutable. Alors qu'est-ce qui est réfuté? Donc il y a besoin d'une analyse critique de tout ce que vous avez fait, quoi, de faire des recommandations qui valent ce qu'elles valent avec le poids plus ou moins des publications ou d'analyses qu'on en fait aux politiques. Et je ne pense pas que de rajouter des infirmières, à ce niveau-là, ça avait de l'intérêt. C'est pas forcément mon avis, c'est ce qu'on nous a raconté. Ouais, mais je ne pense pas. Ce qui manque, c'est un échelon intermédiaire qui est comment on met ça en œuvre. C'est-à-dire qu'on fait des recommandations. La recommandation, c'est bon, on va faire comme les Italiens, on va faire un confinement. Ce qui manque, c'est entre on va faire un confinement et on le fait, une consultation, alors là, d'infirmières, de psychologues, de sociologues, de neurocomportementalistes, de tous ces gens, pour savoir quelles vont être. Ça peut être fait vite, comme avec le conseil scientifique, les poids et les ordres. Mais c'est deux missions différentes. C'est-à-dire qu'il y a une mission qui était vraiment purement scientifique pour sortir des choses. Et je trouve que là, quand même, le politique l'a fait, quoi. Ils ont décidé ça tout de suite. Et ils ont pris les gens qui étaient les meilleurs dans leur domaine. Moi, je n'ai pas eu de contradiction. Bon, il y avait Raoult aussi, quand même. Mais bon, c'est pour autre chose. Je pense que c'est d'autres motivations. Bon, il y était, hein, il s'est retiré. Oui, il s'est retiré. Il a fait la première séance. Donc ça, c'est bien. Après, il y avait la décision des politiques, hein, chacun son métier. Mais entre les deux, il manquait quand même une zone de mise en œuvre. Les Anglais disent En fait, implémentation, mais mise en œuvre. Ouais. Une forme de conseil d'implémentation. Exactement, conseil de mise en œuvre, qui aurait été une étape intermédiaire. Je pense que c'est une des grandes difficultés, mais quand on prend les choses qu'on connaît le mieux, quand on fait par exemple de la recherche clinique, on sait bien, on peut avoir une magnifique chose à faire, toi tu le sais, hein, en réanimation, toi, Dieu sait si tu le sais. Voilà ce qu'il faut faire pour prévenir ceci ou cela. Et puis, en fait, toute la difficulté, c'est la mise en musique. Exactement. Et je pense que d'avoir une science de l'implémentation, d'ailleurs, c'est une science, l'implémentation aujourd'hui, des gens qui sont, OK, on a compris, vous nous dites ce qu'il faut faire, nous, on vous décline ça en implémentation de la science. Et ça serait une aide considérable pour le politique, d'ailleurs. Exactement. Parce que... et ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en effet, c'est quelque chose qui doit être au niveau du Premier ministre. Pourquoi ? Parce que c'est forcément de l'interministériel. Il y a quand même des modes de fonctionnement dans notre pays qui sont que les ministères suivent leur CEO, pour des raisons humaines, hein, également. Et donc là, il faut absolument de l'interministériel. Et c'est au niveau du Premier ministre qu'on trouve l'interministériel. Donc un conseil scientifique auprès du président, mais peut-être un conseil d'implémentation ou de mise en œuvre, hein, implémentation c'est un mot anglais, auprès du Premier ministre. Et avec ça, il y a peut-être un peu plus de chance. Alors après, il y a la démocratie sanitaire qui est un autre étage, mais au moins on a cette mise en implémentation qui peut amortir un peu le manque de démocratie sanitaire. La parole à Léo, et ça a été d'ailleurs dénoncé souvent que le ministère des Solidarités et de la Santé n'avait pas les moyens de la mise en œuvre des politiques, que ce soit pour la vaccination. C'est-à-dire qu'il n'avait pas les équipes pour la logistique, on l'a vu. Donc je trouve que c'est effectivement un point majeur qu'on vient d'identifier et que Léo avait aussi évoqué, c'est la question de l'implémentation. Ouais, avec pas pour contredire ça, je suis d'accord, mais avec peut-être un point pour enrichir cette proposition, qui est le retour. Que là, c'est unilatéral, quoi. On a l'impression qu'il y a une science qui décide, puis ensuite, il suffit d'implémenter. Moi, je pense que la pensée de l'implémentation modifie la science, notamment les hypothèses à explorer. Voilà, c'est aussi de la science. Ils ont pas la science infuse, ceux qui ils vont tenter un truc, ça va pas marcher. Voilà. Et je pense qu'il faut penser ces allers-retours. Voilà. C'est pas aussi unilatéral, la science, et puis on applique, je pense qu'il faut penser les allers-retours, et donc les espaces de la discussion entre les pensées de l'implémentation et les pensées plus théoriques, épidémiologiques, etc. Voilà, ça c'était simplement une remarque. Après, je voudrais revenir sur deux points, sur l'anticipation et puis la question de l'acculturation. L'anticipation, effectivement, on peut déplorer qu'on n'ait pas pris en compte les plans pandémie, etc. Mais il y a plein d'autres choses qu'on n'a pas pris en compte et qui sont aussi une forme d'anticipation, notamment tout ce qui tourne autour de l'interface homme-animal-environnement, quoi. Et que on voit réapparaître dans la pandémie le concept One Health, une santé, avec la mise en place d'un groupe d'experts internationaux sous l'égide de 4 institutions, l'OMS, la FAO, le PNUE et l'OI. C'est bien, mais je veux dire, ça aussi, c'est une science de l'anticipation. Voilà, il y a et du coup, c'est le lien avec l'acculturation. On est acculturé à quoi ? On a acculturé les gens à quoi ? À quelle épidémiologie ? À une science d'urgence ? Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une acculturation scientifique aussi chez les scientifiques à avoir sur une ouverture à ces questions-là et de sortir des silos disciplinaires et dire OK, on aura gagné quand à cette tribune, il y aura un écologue, il y aura un agronome,
il y aura un sociologue du développement. Parce qu'en fait, on aura compris que ces maladies infectieuses, quand elles arrivent, il faut mettre en place tout ce qu'il faut pour la gérer. Et on a, je pense, fait du mieux qu'on pouvait. Mais c'est bien quand même si on pense aux conditions qui font que ces maladies infectieuses qui vont émergentes, 75% d'origine animale, qui vont se reproduire dans le futur, si on arrive à construire aussi une intelligence collective pour les prévenir. Voilà, donc acculturation, oui, mais sur des notions quand même qui sont décidées par la situation. Une remarque sur One Health qui est un peu disruptive, parce que One Health, c'est le truc à la mode, quoi. Enfin, c'est clair, on en parle beaucoup. Mais One Health, c'est bien dans des pays comme les nôtres, où tout est transparent, où on prend des décisions, où on les fait. Si on met la Chine là-dedans, qu'est-ce que... Voilà, il a compris. Didier a compris ce que je veux dire. C'est de là que c'est parti. C'est bien parce qu'il y a un problème de One Health en Chine, culturel, qui va être très difficile à modifier. Donc on aura beau faire des incantations sur One Health aux États-Unis, en France, en Hollande. Bon, je disais de passer des pays très particuliers sur One Health en particulier. Tant qu'on n'aura pas résolu ça en Chine, qui est quand même le gros producteur, qui transmet tout un tas d'informations, on va avoir du mal. Donc juste ça, mais pour pas qu'on s'obnubile sur One Health, c'est la solution. Donc la solution, c'est d'abord un peu plus de transparence dans tout ce qui se passe un peu partout sur la planète, parce que c'est comme pour la vaccination. C'est pas parce qu'on va se vacciner en France, en Europe et dans les pays de l'Ouest que ça va changer le destin de la pandémie, enfin de la syndémie dans le monde. De la même manière, c'est pas parce qu'on va appliquer des règles qu'on appliquera plus ou moins sur One Health que ça va changer quelque chose. Ça n'empêchera pas les habitudes culturelles de certains pays qui sont beaucoup plus près des animaux que nous ne le sommes. Voilà, juste un point comme ça. Est-ce que je peux Oui, poser... puis ça rejoint d'autres problématiques, celle de la résistance aux antibiotiques. Bah oui, ça, c'est On est en plein dedans. Donc oui, on a un problème avec ce monde globalisé et avec cette nécessaire homogénéisation des pratiques à travers laquelle il va bien falloir aller. Et là, on retourne vers la gouvernance mondiale. Et malheureusement, une institution comme l'OMS ne peut guère que proposer, et les pays disposent. Alors, ce que l'OMS essaye de faire, c'est de proposer une liste de choses à faire, et puis que chaque pays essaie de dire, sur ces 20 choses à faire, combien en faites-vous, vous, et que petit à petit, tout le monde essaie d'en faire le plus possible, mais il y aura toujours effectivement un tout petit peu des moutons noirs. C'est compliqué. Quand on n'a pas les capacités d'instaurer une gouvernance mondiale, je crois que c'est compliqué. Après, faisons déjà une gouvernance européenne, ça sera déjà très bien, pour essayer d'avancer étape par étape. Je pense que, voilà, on a fait par exemple pour la résistance aux antibiotiques un framework mondial, la plupart des pays s'y embarquent, ça progresse lentement, trop lentement, mais enfin ça progresse. Mais tu as raison, et on a des difficultés dans certains pays à faire passer des évidences qui sont déjà passées dans d'autres depuis longtemps, malheureusement. Bon, est-ce qu'il y a des questions de certains d'entre vous, de certaines d'entre vous, madame? Merci pour vos interventions très riches. J'ai une question d'une part à vous, monsieur, et à monsieur Didier, je suis son nom. Quant aux fake news et à la diffusion monstrueuse des fausses nouvelles, de la désinformation, vous avez parlé, monsieur, tout à l'heure de l'appétit pour les sciences qui est en augmentation. Moi, il se trouve que, pas plus tard que cet après-midi, j'ai entendu un chiffre effrayant sur France Culture qui est la diminution de la confiance dans les scientifiques. Il paraît qu'il n'y a plus que 50% de la population qui a confiance dans les scientifiques. Alors vous avez, dans votre exposé, nommé certains faits qui peuvent effectivement être en faveur de cette non-confiance. Vous avez nommé les multinationales, Monsanto, Bayer et autres multinationales qui achètent les scientifiques et les scientifiques qui se laissent acheter, n'est-ce pas? Et d'autre part, vous avez aussi mis l'accent sur ces revues qui, pour aller plus vite et pour faire de l'argent, renoncent à la révision,
à l'approfondissement et au fact-checking. Hein, Les revues en fait. prédatrices, oui, on les Voilà. appelle comme ça. Ouais. Donc, Oui. que Où est-ce peut-on qu'on faire va contre ça, contre Oui. cette désinformation? Alors, bon, je pense que d'abord, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, on vit un problème de désinformation, de mésinformation, et puis ensuite de fake news, et on vit un problème avec ces revues prédatrices, et on vit un problème aussi avec la relation entre certaines très bonnes revues et les journaux. Typiquement, même les meilleures revues scientifiques font parfois une vulgarisation des articles et un press release qu'ils font en général relire aux auteurs, mais qui parfois sont un tout petit peu pour faire le buzz. Et ensuite, le Guardian reprend ça et pouf, ça part. Et là, vous ne rattrapez pas la fake news, malheureusement. Alors, maintenant, il y a deux parties dans votre question. La première partie, c'est y a-t-il tellement de scientifiques qui sont, entre guillemets, soudoyés par les compagnies? Alors, je pense que c'est une minorité. C'est une minorité, mais c'est une minorité, malheureusement, dont on parle. Et quand on en parle, eh bien évidemment, ça réduit la confiance dans les scientifiques globalement, et non pas uniquement sur le scientifique dont on a parlé. Alors, je pense que là, il y a beaucoup de communication à faire pour corriger le tir, tout simplement. Maintenant, par rapport aux revues prédatrices, il y a en Europe un mouvement pour justement classer et déclasser certaines de ces revues, et certaines d'entre elles vont certainement disparaître à terme. C'est un vrai mouvement au niveau de la Commission européenne pour effectivement lutter contre ces revues qui sont épouvantables, parce qu'au fond, elles ont tout. Le modèle économique est tellement facile. Et aujourd'hui, évidemment, on dit toujours « publish or perish », parce que les jeunes scientifiques doivent publier. Je pense qu'il va y avoir une autorégulation à terme, mais aujourd'hui, on n'y est encore pas. Et aujourd'hui, il va falloir continuer à être très, très, très attentif. Mais il est possible de repérer, il y a un catalogue de ces revues prédatrices, et il est possible de les éviter. Et au fond, beaucoup essayent de le faire. On n'a pas, c'est un business, hein, c'est un modèle, c'est un business, et ça sera compliqué de complètement l'annuler. Voilà, je répondrai rapidement comme ça. Pour maintenir la relation de confiance avec celles et ceux qui sont ici présents, on va respecter aussi nos horaires. Comme ça, vous auriez une défiance à l'égard de l'organisation de ces soirées. Et il y en aura d'autres, hein, puisqu'il y en a 8 qui sont prévus. Hein. C'est un cycle. Encore une fois, vous regarderez sur le programme à la sortie, vous avez les liens avec le cycle précédent. Donc, c'est un cycle avec des approches universitaires, quelquefois extrêmement robustes pour faire plaisir au concept que Léo privilégie. Moi, j'ai une question à vous poser, à vous quatre. On dit, et c'est le thème que Léo a choisi, de quelle science avons-nous besoin? Voilà. On pourrait aussi se poser la question, de quelle science sommes-nous capables, d'une certaine façon? Parce qu'il y a aussi des limites à la science. Et tout à l'heure, on entendait un de nos autres épistémologues de l'équipe, Vincent Israël Jost, qui vient d'exposer sur la vaccination, en disant que c'est le triomphe de la science aujourd'hui. C'est-à-dire, alors que vous parlez de défiance, pour beaucoup, le fait d'avoir développé un vaccin aussi rapidement, alors que personne ne l'attendait, quelles que soient les controverses, c'est le triomphe de la science. Et il dit, on pourrait finalement solliciter la science pour des réponses à la société que la société n'est pas capable de produire dans un autre champ que le champ scientifique, notamment au niveau de la vie démocratique. Bref, c'était une réflexion à tous les cas à poser. Alors, si on oublie la question de quelle science avons-nous besoin, pour chacun d'entre vous, de quel type de science politique, de quel type de capacité d'investissement, de questionnement, d'intelligibilité a-t-on besoin pour que la société fasse un bilan de ce qui s'est passé, se prépare non pas uniquement à la crise, parce qu'effectivement la crise c'est la vie, mais se prépare à vivre, j'allais dire, un devenir dans la complexité, hein, puisque là on a eu la crise pandémique, mais on aurait pu avoir une crise liée à l'intelligence artificielle. Enfin, il y a tout un ensemble. Le numérique aussi peut être une implosion du jour au lendemain qui remet en cause la vie de la démocratie et le devenir de notre société. Voilà, donc en termes de propositions, puisqu'on a des sages devant nous, quel type d'approche on pourrait avoir, indépendamment du mot science, comme on l'a entendu, sciences biomédicales, recherche scientifique, de quel type de savoir, de quel type de sagesse, de quel type de démocratie finalement avons-nous besoin pour faire face à l'après et peut-être anticiper d'autres situations difficiles? Voilà la question que je me permets. Alors, peut-être Didier, en dernier recours, peut-être on commence par Didier Abouedma qui est tellement investi sur le terrain et qui défend au quotidien nos valeurs, voilà, dans une rencontre au quotidien avec les difficultés qu'on connaît en réanimation. Ouais, si je comprends bien, on sort de la science médicale, c'est ça? Alors là, je suis incompétente, je pense. Hein.
Je pense que déjà, si on arrive à appréhender le post-crise, ce sera déjà très bien. Enfin, pour moi, hein, je crois qu'il y a un champ de travail infini sur savoir quelles sont les conséquences de cette crise, non seulement sur le plan sociologique, mais sur le plan médical, simplement du retard, des soins aux malades et de ce qu'on a créé, et de construire aujourd'hui des politiques de santé publique qui vont être efficaces pour prendre en charge tout ce qu'on a créé par les restrictions, par cette pandémie. Je pense que déjà, si on arrive à créer cette science-là, ces connaissances-là, et à définir des politiques de santé publique, ce sera pour moi déjà bien. Après, sur autre chose que ça, je ne sais pas. Est-ce que je peux me permettre une indiscrétion? On sait que la réanimation, pour chacun d'entre nous qui sommes de l'équipe biomédicale, a été aux avant-postes de la réflexion éthique. Oui. C'est-à-dire dans les années 70, la réanimation dans les situations limites, dans tout ce qu'elle a rendu possible, mais aussi toutes les problématiques de la fin de vie. Bref, on sait. Est-ce que vous, en tant qu'étant dans le domaine de la réanimation, il y a des choses que vous avez appris que vous ne saviez pas dans votre confrontation à la réalité de votre pratique? J'ai pas l'impression qu'on a fait un métier différent pendant la pandémie. Je pense qu'on a fait le même métier dans des circonstances difficiles, et c'est ces circonstances-là qui nous ont rendus un tout petit peu plus perméables à ce qui se passe à l'extérieur, et ce qui a été beaucoup plus compliqué à gérer, parce que, je le dis souvent, mais moi, quand je quitte mon hôpital, l'hôpital n'existe plus, je vis ma vie de citoyen normal, et là, tout s'entrechoque. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il n'y a absolument aucun moment de répit pour les médecins, c'est-à-dire que l'hôpital et la vie, pendant le confinement, pendant les couvre-feux et tout ça, se confondent. Et ça, c'est extrêmement difficile à gérer. Et au fond, on parlait de gestion de crise, mais il n'y a rien qui nous apprend à vivre avec une crise comme celle-là, et comment on gère sa propre vie personnelle en faisant à la fois son travail. Je pense que c'est ça qui a été beaucoup plus compliqué. C'est ça qu'on a appris. Est-ce que, du coup, on a moins fait bien les choses? Est-ce qu'on a été moins bienveillant envers les patients et envers les familles? Je pense que oui. Je pense qu'en tout cas, pendant le premier confinement, je pense qu'on a extrêmement mal fait, qu'on ne savait pas gérer les malades et les familles de la même façon que ce qu'on faisait d'habitude. Et on a eu, la maladie était contagieuse, etc. On a beaucoup refermé les services sur eux-mêmes, et on a créé des choses que j'espère ne jamais plus revoir. On a, je ne sais pas si j'ose dire ça, mais un peu déjoué ce qu'on sait faire bien d'habitude. On ne l'a plus fait bien. Et ça, c'est mon grand regret. Je pourrais dire deux choses qui vont un peu recouvrir ce que j'ai déjà dit, mais la première chose, c'est comment développer une intelligence de la complexité. Et ça nous manque. Je crois qu'on n'a pas encore les moyens de véritablement appréhender la complexité. Dans la complexité, je ne parle pas simplement de la gestion de crise quand elle est là, mais la conscience multidimensionnelle de notre appartenance à un vivant qui est déséquilibré. Voilà. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile, et il y a plein d'enjeux sociopolitiques, de gouvernance internationale, de spécificités culturelles, etc., qui font partie de cette complexité. Donc ça, je pense que c'est un défi. Et deuxième chose, c'est qu'il nous manque une culture des précédents. Et une culture des précédents, c'est pas quelque chose d'inné, quoi. Il suffit pas de faire des plans et de dire il y avait des plans, on les a pas appliqués, pour construire une culture des précédents. Une culture des précédents, ça doit être des récits. Une culture des précédents, ça doit être du dialogue permanent, ça doit être des instances pérennes qui ne sont pas simplement mises en place en temps de crise. C'est ce qui construit une démocratie sur le long terme. Voilà. Et pour que les personnes qui ont vécu quelque chose, leur parole compte à un moment donné, et qu'elles puissent témoigner. Et ça nécessite une pérennité des structures démocratiques, pas simplement comme ça, au coup par coup, faire un plan, un nouveau plan, un nouveau plan. Voilà, donc je pense que la culture des précédents, c'est quelque chose de difficile à mettre en place, mais qui nous manque. Voilà, parce qu'on n'apprend pas de nos expériences. Voilà, pas assez. Je crois qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites. Un conseil scientifique, un conseil d'implémentation, bon, c'est des choses. Ce qui manque peut-être, ce qu'on voit se développer dans différents pays, moi ce que je suis en train d'essayer de mettre en œuvre sur un gros programme européen de financement de projets de recherche sur les maladies neurodégénératives, c'est l'implication du grand public et des patients. C'est le PPI, Public Patient Involvement.
qui se développe énormément, assez peu en France. Alors, c'est une culture, hein, c'est-à-dire qu'il faut expliquer aux scientifiques que voilà, quoi, il faut peut-être qu'ils demandent l'avis sur son programme. Donc aujourd'hui, dans tous nos appels d'offres, on fait plusieurs millions d'euros d'appels d'offres chaque année, il y a un paragraphe qui s'appelle PPI. Alors, on ne le veut pas sanctionnant la qualité du projet, parce que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la nature, mais on le veut que les gens et les chercheurs apprennent à se poser des questions, pas uniquement sur le plan de quel est l'intérêt absolu de ça, est-ce que c'est le bon traitement, est-ce que je prends toujours cet exemple, 4 hépatites fulminantes, je laisse tout tomber parce que je ne veux pas avoir de problème avec la FDA ou l'IMIA, et qu'on les introduise plus. Et je pense que ça va être long, c'est un process qui va se mettre en place, et je pense que ça pourrait aider à la mise en œuvre de tous ces plans. Demander aux gens, ok, je pense qu'il n'y avait pas une personne qui, le 17 mars, avait l'idée de ce qu'allait être un confinement national. Je pense que personne... On en aurait discuté un petit peu quand même, ça aurait rassuré. Pas longtemps, hein, juste un petit peu avec des gens, ça aurait rassuré. Et ça aurait aidé à faire passer les choses. Et ça aurait évité certains retournements et certains points. Donc vraiment, je pense qu'il y a... Parce que c'est la science dans l'absolu. Ok, il y a des grands principes de la science, mais ils n'existent que parce qu'on est là et parce que ça a été créé par les hommes, avec leurs pulsions, avec tout ce qui les concerne. Donc il faut reprendre ce caractère de la pulsion pour l'intégrer dans la dynamique. Et je pense que les choses passeraient mieux. Bon. Vœu pieux peut-être, mais je crois beaucoup à la... Si je peux juste réagir à ça, je pense que quand on est médecin ou scientifique comme ça sur le terrain, enfin qu'on fait que de la recherche clinique, on a plutôt tendance à avoir peur et des malades et de sa famille, qu'on n'est pas forcément... on ne comprend pas forcément l'aide que ça peut nous apporter. Je pense qu'en France, il nous manque beaucoup ça. C'est qu'il y a le médecin un petit peu paternaliste, et puis il y a le public, et puis voilà, on gère les soins comme ça, les patients les acceptent assez volontiers, il y a assez peu de critiques ou assez peu de retours. Et je pense que quand même, j'espère qu'au moins cette pandémie, elle a ouvert les médecins à ça, le public est impliqué dans les soins qu'ils souhaitent. Et ce sera très important pour ce qu'on va construire après, parce que comment on va construire l'hôpital, qui est quand même, je ne veux pas faire pleurer, mais un peu détruit, malmené, qui a du mal à faire face, comment on le construit pour qu'il soit à la fois très efficace, mais qui coûte moins cher et qui soit réactif quand il va falloir être réactif s'il y a d'autres crises. Et ça, malheureusement, on ne pourra pas faire sans demander à la population ce qu'elle souhaite pour elle-même. Moi, j'aime bien ce qui a été dit. J'aime beaucoup ce qui a été dit par vous. Je pense que j'ai peu de choses à ajouter. Moi, j'ai beaucoup appris pendant cette crise des autres et de l'intelligence collective. Et je pense qu'il faut faire un travail autour de comment bénéficier au maximum de cette intelligence collective, de gens qui ont tous des formations différentes et qui peuvent tous nous apporter beaucoup plus que les collègues avec lesquels on travaille tous les jours. Finalement, ça c'est une des choses qui, pour moi, est essentielle et qui devrait nous aider à construire mieux pour la prochaine fois. Ensuite, il y a une des choses, moi, une des déceptions, une de mes grandes déceptions dans cette situation, ça a été que au moment de la première vague, on a eu des mouvements de solidarité exceptionnels dans tous les sens. Il y avait, c'était magnifique. Je veux dire, autant dans la population où moi j'ai eu une nuit quelqu'un j'étais encore pas à la maison, mais qui a apporté à mon épouse des masques qu'ils avaient fait avec leur imprimante 3D. Donnez-les-lui, si on peut en faire sur notre imprimante magnifique. Les jeunes qui sont allés s'occuper des anciens, les migrants à Genève. On a eu tout d'un coup des nécessiteux dans la rue et des queues infinies qui ont été prises en charge par d'autres. Ça, c'était magnifique, mais ça n'a pas duré longtemps. Et ensuite, on s'est retrouvé devant un individualisme de société phénoménal. Et là, je pense qu'il faut comprendre ce phénomène. Comment est-ce que les individus peuvent être aussi individualistes ? En Suisse aujourd'hui, j'ai honte de dire que ça n'est qu'un Suisse, que 2 Suisses sur 3 sont vaccinés, 1 Suisse sur 3 ne l'est pas, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre. Est-ce qu'on a été trop tolérant ? Est-ce qu'on a été trop gentil ? Est-ce qu'on est trop gâté ? C'est toute une série de questions. Cet individualisme, il faut comprendre cet individualisme, parce que cet individualisme de société va finir par nous perdre.
Et voilà, ça, j'aurais à cœur, je ne sais pas quelles sont les sciences qui étudient ça, mais j'aurais à cœur à ce qu'on comprenne mieux, c'est de la sociologie certainement, mais comment est-ce qu'on transforme une société pour qu'elle voie l'intérêt collectif avant l'intérêt individuel. Et je pense que c'est une notion fondamentale. Les Américains sont venus en Suisse pour juger des systèmes de santé, et ils ont dit certainement que le système de santé suisse est des meilleurs qui soient, mais comme c'est un système qui est basé sur le collectif, c'est-à-dire que moi, quand je suis jeune, je paye pour ceux qui sont âgés, on ne pourra jamais l'établir aux États-Unis parce que c'est un système de mutuelle qu'on ne pourra pas importer. Et je pense que ça, c'est un vrai problème de société parce qu'à terme, on ne va pas s'en sortir si on n'est pas beaucoup plus, si on ne voit pas l'intérêt que chacun peut porter à la société. Ça n'est que tous ensemble qu'on peut s'en sortir dans cette situation, et ce tous ensemble qu'on doit apprendre en temps de pandémie. Si on ne l'apprend pas en temps de pandémie, on ne l'apprendra jamais en temps de non-pandémie. Voilà, c'est ce que je... Avant de remercier, bien sûr, pour ces interventions, je dirais juste un point par rapport à ta dernière intervention. Ce qui nous a frappé après le 11 mai 2021, c'est-à-dire la sortie... Voilà, ce qui nous a surpris après la sortie du confinement, donc le 11 mai, c'est qu'il n'y a pas eu véritablement de retour d'expérience sur ce qui s'était passé d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'on avait vécu, d'un point de vue collectif, puisque tu l'as dit, on a été confinés 55 jours, donc on a vécu une expérience collective comme rarement on a vécu une expérience, à la fois dans un entre-soi, mais également avec tous les réseaux qui se constituaient, et puis les liens qu'on a pu, même s'ils étaient virtuels, élaborer. Et qu'on n'ait rien fait, d'un point de vue réflexion démocratique, sur cette richesse des invisibles qu'on voyait surgir de je ne sais où et qui a apporté une solidarité qui a permis finalement à la France de tenir, mais c'est la même chose avec ce pays. Il y a eu un tel mépris. Alors on peut dire que le chef de l'État, le 14 juillet suivant, a rendu hommage à un certain nombre des invisibles, notamment les soignants prioritairement. Mais qu'on n'ait rien fait de cette expérience de vitalité démocratique m'a énormément surpris et explique que la deuxième partie de la gestion, ça a été le quant à soi. Et il faut être très très attentif au texte préparatoire de l'OMS sur une pandémie. Il disait que le risque, c'est le quant à soi. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de cohésion nationale, s'il n'y a pas, et le comité consultatif national d'éthique l'a dit aussi, si on n'est pas regroupé autour de valeurs communes, de valeurs de solidarité, si on ne les fait pas vivre concrètement, c'était toute la démarche aussi de Jean-François Delfraissy au départ. Moi, j'ai trouvé comme un signal fort qu'on prenne Françoise Barré-Senoussi pour prendre le Caire, donc militante scientifique de haut niveau, prix Nobel, pour s'occuper du Caire, et Jean-François Delfraissy, ancien directeur général de la NRS, avec tout le parcours, l'implication qu'il avait eue par la suite au niveau international, y compris sur Ebola. Pour moi, on avait, j'allais dire, sur la table les meilleurs, enfin je veux dire, pour donner cette densité dès le départ éthique à la démarche. Donc ça fait partie des énigmes, j'ai ma réponse, mais elle vous intéressera moins ce soir que par la suite, quand on aura une vraie réflexion pour étayer tout ça, pour préparer. Donc, je vais dire que cette histoire de l'individualisme m'a beaucoup frappé également dans l'approche vaccinale, qui aurait pu être davantage en termes de discours sur ce que sont les solidarités. Moi, à un moment donné, j'ai considéré, on en a discuté, que le port du masque, c'était un acte de solidarité, un acte politique. C'est-à-dire, quand on porte du masque, ce n'était pas se protéger de l'autre, c'était aussi protéger l'autre, c'était toute une culture de l'altérité. Il y a quelques anthropologues qui l'ont dit mieux que moi, mais je pense qu'il y avait tout un ensemble de raisons intellectuelles qui n'ont pas été véritablement mobilisées. Quand tout à l'heure tu disais l'espace éthique s'est investi, on a sollicité des gens aussi pour s'allier à notre réflexion. Et finalement, à part notre cercle, on a eu très très peu d'intellectuels, si ce n'est pour faire de la polémique, comme André Comte-Sponville, pour dire pourquoi on a sauvé les vieux. Mais si on regarde le niveau des publications, entre guillemets, d'intellectuels, bon, il y a le livre de Bernard-Henri Lévy, qui est une espèce de données liminaires, mais il n'y a pas de profondeur. Et on n'a pas eu grand monde pour animer au niveau de ce qu'une société comme la nôtre, une société de démocratie, où on a des penseurs, on a des intellectuels, on peut dire qu'on a été désarmé par rapport à ça. Donc je pense que dans le bilan, ça sera aussi un bilan. Et pourquoi ? Parce que les intellectuels, ils sont allés se réfugier pendant le confinement, ils avaient eux-mêmes peur pour leur peau, enfin je veux dire, bon, sans être dans la caricature. Mais je pense que c'est des éléments à prendre en compte. Et dans notre prise en compte, en tous les cas l'espace éthique, on a envie de partir de ceux qui étaient les plus vulnérables et qui ont fait des choses exceptionnelles. Quand on regarde la mobilisation à ATD Quart Monde, pour prendre un exemple précis,
Donc des gens qui étaient dans des vulnérabilités extrêmes, qui dépendaient au quotidien du fait qu'ils ne sont pas contaminés pour survivre, des gens en situation de survie. Il y a eu des choses exceptionnelles qui sont passées et je pense qu'il faudra, de la même manière que Léo disait, il faut se construire dans le temps. Nous, on a fait beaucoup de verbatim. On a un matériau, donc il y a une très très belle initiative avec Ate Memoriam, donc on est en train de réunir, et je trouve que c'est une superbe initiative qui s'est mise en place, mais il y a un travail de mémorisation, et ensuite un travail, mais pas dans le temps, le longtemps, il faudra vraiment très rapidement qu'on sorte un certain nombre d'idées générales et d'éléments d'action, de mobilisation. Donc on ne va pas refaire le débat maintenant parce qu'on pourrait relancer. C'est ça la force de l'éthique, c'est qu'elle est pour l'éternité et qu'on n'arrivera jamais au bout de nos réflexions. Je voulais vraiment d'abord remercier Didier Pittet. J'espère qu'il a eu le sentiment qu'en faisant le voyage à Paris, il n'a pas perdu le temps. Donc un immense merci à la fois d'avoir été là et merci du rapport. J'incite véritablement les gens qui n'ont pas lu le rapport, uniquement il y a une partie scientifique. Il faut se tenir, j'allais dire, quand on n'est pas un scientifique pur et dur comme je le suis, voilà, on s'y tient, mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment un rapport. Il a dû être même surpris, le président de la République, d'avoir un rapport aussi dense. Parce que, non ? Oui, il a été surpris. Bon, on avait déjà donné un pré-rapport en décembre. Un pré-rapport en octobre, donc il s'attendait quand même à quelque chose d'assez conséquent, mais aussi d'assez fouillé. Et il a dit, première chose, il a dit merci. Il a dit, vous ne nous avez pas épargnés. Et on a commencé à discuter sur toute une série d'éléments. Et ensuite, il a dit, mais vous avez été tout de même un peu tolérant avec nous sur la... On aurait pu faire mieux, la science en France aurait pu faire mieux. Il avait raison. Et là, je lui ai expliqué qu'on n'a pas eu le temps de creuser tout ce qu'on aurait voulu creuser, etc. Je pense que ce qui a été unique dans ce rapport, c'est cette volonté que lui a voulu absolument qu'on soit totalement indépendant, multidisciplinaire, et qu'on compare avec l'étranger. Et au fond, ça correspondait au désir du directeur général de l'OMS, qu'il avait conseillé à tous les pays. Il n'y a que 7, 8 ou 9 pays qui l'ont fait. Et il n'y a aucun pays qui a abordé les sujets sanitaires, économiques, sociétaux et de politique publique. Et ça, je crois que c'est assez unique. Et je me réjouis de voir les retombées. Je sais qu'une série des recommandations sont déjà mises en musique. J'ai eu la chance de répondre aux questions du Sénat, etc. Donc je pense que ce sont ces entités-là qui essaient de mettre en musique. Il y aura le rapport Chauvin qui va arriver. Sur la santé publique. J'espère que la santé publique, vraiment, parce que s'il y a un message, mais universel dans tous les pays, c'est qu'il faut que la santé publique soit mise bien plus haut qu'elle ne l'est aujourd'hui. On met probablement 9 999 francs, euros ou dollars pour le curatif, pour un petit euro pour le... La seule chose, sans vouloir dévoiler quoi que ce soit sur ce rapport santé publique, il faudrait que François Chauvin dise vraiment avec attention le rapport, en le surlignant par rapport au rapport santé publique qu'il va rendre au ministre. Mais vraiment un immense merci. Il y a un deuxième rapport que je trouve passionnant, c'est le rapport OMS, des experts de l'OMS, avec des gens comme Michel Kazatkin et qui parlent déjà de la gouvernance. Donc c'est tout à fait en complémentarité et leurs analyses sont aussi précieuses. Enfin, je veux dire, et ils ont aussi repris les aspects économiques, c'est-à-dire en profondeur les questions. Je voulais aussi remercier Lila vraiment, et j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir travailler ensemble dans l'autre contexte des activités d'espace éthique. Je remercie bien sûr, mais on ne fait pas, quand c'est des grands amis, on ne les remercie jamais. Et donc je ne vais pas remercier Philippe parce qu'on est dans des rapports de collusion et d'amitié. Et puis bien sûr à Léo qui dirige notre équipe de recherche. Et tu peux dire juste un mot parce que ça intéressera tout le monde, et y compris Didier Pittet, sur la thématique de recherche ANR qui est en ce moment en œuvre dans l'équipe. Oui, on fait partie des faibles équipes, enfin le peu d'équipes plutôt SHS qui ont répondu à l'appel Flash Covid-19 en mars 2020. Donc on a été lauréat de l'ANR, de cette ANR. On a lancé du coup une recherche notamment sur un des axes, sur 4 axes, mais un des axes, c'est de travailler sur la question de l'expérience soignante en situation de crise par une enquête de terrain, une ethnographie de terrain, par un anthropologue de la santé qui, chez les médecins, les aides-soignantes, les infirmières, pour savoir comment ils se sont adaptés finalement dans leur pratique, comment ils ont joué avec les protocoles, comment ils ont essayé au quotidien pour inventer finalement face à l'imprévisible, et comment ils avaient intégré dans cette expérience finalement créative les questions d'éthique, avec l'idée que finalement est née peut-être une expérience de l'éthique
en temps de crise, et donc on est en train d'essayer de conceptualiser ça. Bon, ça, c'est un des axes d'une recherche de fond qu'on mène. On en a une sur l'anticipation, une sur la fiabilité scientifique, j'en ai un peu parlé. Voilà. Et donc, on va rendre notre copie en avril 2022. Voilà, sur tout ça. Général, donc on a mis en place, non pas un think tank, parce que ça serait immodeste que d'appeler ça un think tank, c'est plus ambitieux, mais vraiment un groupe de réflexion, comme on l'avait fait en 2006, pour être maintenant dans la préparation à la suite, puisque finalement on s'est rendu compte qu'il y avait une réalité qui nous a surpris. On travaille également, et je trouve que c'est très très important, avec les endeuillés. Et je pense qu'il y a un élément tout à fait important, impressionnant, c'est comment une démocratie rend hommage non seulement aux victimes, entre guillemets, de la Covid-19, mais aussi à celles et ceux qui sont morts en cette période et qui n'ont pas eu le privilège de pouvoir bénéficier des rites mortuaires et qui sont morts dans des conditions. Donc il y a tout un travail aussi de réappropriation d'un certain nombre de valeurs. Et un dernier point qui nous semble important, et c'est pour ça qu'on a mis aussi un groupe de travail en place, c'est le passif entre la société et les soignants. On a parlé du passif entre la société et la science, et les scientifiques, mais il y a eu également, pour certains dans notre société, un vécu de la relation avec les personnes auxquelles ils faisaient le plus confiance, c'est-à-dire les soignants, que ce soit dans des établissements spécialisés, les EHPAD, ou qui accueillent des personnes en situation de handicap, mais aussi dans des hôpitaux. Et il y a eu, pour les hospitaliers, le sentiment de transgresser à leurs valeurs, et puis Lydia a très bien dit, mais pour un certain nombre de membres de la cité, une espèce d'atteinte à ce qu'était une relation de confiance avec ceux avec qui on doit faire le plus, auxquels on doit faire le plus confiance. Et donc on est aussi, non pas pour de la réconciliation, mais pour la réhabilitation de ces relations. En tous les cas, merci aussi à vous d'avoir été présents. Peu nombreux ce soir exprès, mais on a Patrice Dubos qui va nous mettre ça en ligne très rapidement. Bonne soirée à toutes et à tous, et à bientôt pour la suite des aventures. Il y a 8 étapes à suivre.